Salut tout le monde. Technique d'ingénieur. Rapport entre la contrainte calculée suite à la descente de charge et la contrainte admissible du sol venant de laboratoire. Voilà. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Jinkunga Tutoriel. J'espère que vous allez très bien. Alors nous allons continuer nos séries de formations. Voilà. Restez connectés. Abonnez-vous massivement. Si vous avez des correspondants par-ci, par-là, mais aussi vous avez des groupes WhatsApp, des groupes Facebook, Instagram, Telegram, tout ce que vous pouvez avoir. Je vous prie en tout cas de pouvoir partager nos vidéos là-dessus, de manière à ce que vous puissiez donc exciter au maximum les gens de pouvoir s'abonner sans problème. Voilà. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons donc démarrer une formation très pratique, une formation vraiment ultra pratique qui pourra donc vous aider. C'est très important pour vous. Et nous allons voir donc la technique d'ingénieur, rapport entre la contrainte calculée suite à la descente des charges et la contrainte admissible du sol venant de laboratoire. Voilà, donc nous allons combiner en fait les tout. Nous allons travailler sur robot structural analysis, mais aussi je vais vous montrer les projets récents. Il y a un projet d'un bureau d'études que je viens de calculer récemment. Et d'ailleurs, le projet est déjà presque en pleine exécution. Ils ont presque déjà fini l'infrastructure. Voilà, ils entament maintenant la partie superstructure. Mais je vous rassure, en tout cas, tout se passe très bien. Il n'y a pas, en tout cas, de problème. C'est pour cela que j'aimerais aussi partager cette expérience avec vous pour essayer un peu de pallier donc à plusieurs problèmes que vous avez, à ce qui concerne disons comment la technique des rapports et des contraintes calculées, ainsi que la contrainte admissible venant des laboratoires. Voilà. Mais avant de commencer, je vais vous poser une question. Je vous pose une question. Vous êtes ingénieur et que vous voulez réaliser un projet. Par exemple, c'est un simple bâtiment, un bâtiment R+2. Et les MO vous obligent. Ingénieur, moi j'ai de l'argent, les terrains que j'ai, j'aimerais beaucoup plus avant que vous puissiez calculer les projets, mais aussi réaliser. Je veux que vous puissiez d'abord effectuer soit les essais au laboratoire pour avoir donc une certitude à ce qui concerne donc la contrainte admissible du sol, mais aussi les différentes couches du sol en place, donc la stratification du sol. Voilà, étant donné que c'est MO qui veut donc sortir son argent, vous êtes obligé au moins d'obtempérer ou soit d'accepter. Voilà, les MO cherchent peut-être un bureau d'études ou je ne sais pas, un laboratoire. Le laboratoire vient d'élaborer donc déjà vient de présenter, voilà, par exemple donc le laboratoire de mécanique des sols, ça peut être donc je ne sais pas, ça dépend. Regardez l'illustration de ce que nous allons étudier aujourd'hui, c'est le même projet que moi j'ai dimensionné. Vous avez donc des données géotechniques venant de l'université de Kinshasa. Alors supposons que celui le laboratoire vous dit que la contrainte admissible que vous allez utiliser, c'est une contrainte très faible, par exemple de 0,080 mégapascal. Tandis qu'étant qu'ingénieur, vous le savez très bien que lorsque vous avez une contrainte très faible, ça vous pousse déjà à penser soit à réaliser donc un radier général. Vous savez très bien qu'il y a plusieurs types de radier général. Vous pouvez réaliser soit un radier général à plat, un radier général nerviré et tant d'autres que vous connaissez très bien. Alors maintenant la question que je vous pose, si vous avez donc la contrainte admissible très faible, venant bien sûr des laboratoires, on vous dit que vous avez une contrainte de 0,080 mégapascal, c'est très faible, et que vous voulez réaliser un bâtiment R+2. Alors, après avoir calculé votre projet, même à la main ou soit au logiciel, à travers par exemple le robot structural analysis, et que vous vous rendez compte que donc la contrainte étant faible, vous pousse à réaliser un radier général. Étant qu'ingénieur, qu'est-ce que vous allez faire? Pour les bâtiments R+2, simple, un bâtiment d'habitation ou bien un bâtiment tout simplement d'appartement, est-ce que vous êtes obligé de réaliser un radier général? Ou bien pour un bâtiment même R+1, est-ce que vous êtes obligé de réaliser un radier général puisque c'est le MO qui vous a imposé d'avoir donc la contrainte du sol venant des laboratoires, une contrainte qui est assez faible, ou bien vous allez chercher d'autres techniques qui pourra vous aider de manière à ce que vous soyez économique. N'oubliez pas, étant qu'ingénieur, vous savez que l'économie, c'est notre affaire. Il ne suffit pas seulement de dimensionner un projet pour avoir le plan d'armature, ou seulement de dimensionner un projet pour avoir par exemple donc le plan d'exécution, notamment aussi soit la note de calcul,
Mais, hormis les dimensionnements, vous êtes obligé aussi d'être économique. Sinon, alors, vous allez rater pas mal de projets. Ça serait difficile pour vous de gagner un marché, mais aussi de réaliser un projet. Voilà, donc répondez-moi par rapport à ce que je viens de dire. Si c'était vous, vous allez faire quoi? Quelles sont donc les mesures d'atténuation, mais aussi la technique que vous allez utiliser pour contrer en fait la contrainte très très faible venant de laboratoire. Voilà, donc voilà en fait ce que je voulais quand même vous dire avant que nous puissions commencer notre formation. Alors, à ce qui concerne les projets que j'ai calculés, comment est-ce que j'ai utilisé la technique d'ingénieur entre donc les rapports entre la contrainte calculée suite à la descente des charges. C'est un rapport, c'est la contrainte que moi j'ai calculée à travers le logiciel Robot Structural Analysis et la contrainte admissible du sol venant de laboratoire. Quelle est la technique que j'ai utilisée pour pallier à ces problèmes, pour ne pas réaliser un radier général pour un bâtiment très très simple, un bâtiment R+3, que je peux vous montrer, voire même rapidement. Voilà, le bâtiment est là. Ce sont des appartements. Au niveau des rez-de-chaussée, vous avez tout simplement donc l'espace réservé au parking. Et puis vous avez donc premier étage, ce sont des appartements tout simplement. Deuxième étage, des appartements, ainsi que troisième étage, des appartements. Alors, lorsque j'ai utilisé la contrainte du sol venant de laboratoire, cette contrainte m'a poussé à réaliser un radier général, puisque je me rendais compte, c'est comme si que non, il y avait problème de chevauchement, tout là. Voilà, alors je me suis dit, pour essayer un peu d'éviter, pour ne pas avoir donc des semelles, des grandes sections, ou soit de penser à réaliser un radier général, étant qu'ingénieur, je dois beaucoup plus penser ou réfléchir aussi à ce qui concerne l'économie. Alors, je suis obligé de chercher donc quelles sont les mesures palliatives qui pourra m'aider de manière à ce que de ne pas avoir des grandes sections, ou soit de ne pas réaliser donc un radier général. Alors, regardez ce que je fais. Avant de commencer, nous allons premièrement voir d'abord donc la note de calcul et comment donner au niveau de laboratoire. Voilà, je vais vous montrer. Je vous avais dit que c'est une formation purement technique, donc je viens ici. Voilà, regardez, tout est là. Vous avez donc l'université de Kinshasa, faculté polytechnique, département de génie civil, laboratoire de mécanique des sols. Alors, je vais essayer un peu de survoler rapidement pour ne pas vous montrer vraiment en détail, puisqu'il s'agit d'un projet, c'est un projet d'un bureau d'études que j'ai calculé. Voilà. Alors, je vais cacher d'autres informations. Là, je suis au niveau de l'introduction. Voilà. Donc, c'est une note de calcul récente. Hein. C'est vraiment récente. Les projets, depuis que j'ai calculé les projets, il y a cela, je crois, quelques mois seulement, peut-être 2 mois ou 3 mois. Voilà. La liste des figures. Donc, ça, ce sont des informations supplémentaires. Voilà, je vais cacher aussi donc les noms du bureau d'études, les avertissements. Ici, vous pouvez lire les avertissements. Il est possible dans certaines informations. Je vais essayer un peu de survoler rapidement. Ce qui est beaucoup plus important pour nous, d'ailleurs, ce n'est que donc la conclusion. Mais je vais quand même vous montrer quelques astuces. Alors, je peux commencer par ici. Pour ce faire, le laboratoire a réalisé les essais ci-après. Premièrement, ils ont réalisé donc l'essai de pénétration ou pénétromètre statique. Premier essai utilisé. Deuxième essai, on a donc sondage à l'intérieur avec prélèvement d'échantillons Riemanniens des sols. Voilà, les termes que je vais beaucoup plus, c'est les termes Riemanniens. Donc c'est presque la même méthode que moi j'ai utilisée, c'est la technique également que j'ai utilisée pour essayer un peu de renforcer la capacité portante du sol. Du sol bien sûr en place, sans pourtant tenir compte de ce que le logiciel, disons comment c'est que le laboratoire a donné. Donc, comment peut-on remanier les sols pour essayer un peu d'augmenter la capacité portante du sol. Troisième essai, essai en laboratoire. Essai d'identification, poids spécifique et d'identité des sols. Voilà. Le présent rapport rend compte des résultats des essais sur site suivant les schémas ci-après. L'introduction, je passe. On peut voir rapidement les schémas. Voilà, je vais cacher le lieu du projet. Voilà, vous avez toutes les informations. Ça, c'est justement le plan de masse. Voilà, je vais survoler rapidement. Voilà. Alors, consistance des essais. Premier tableau, vous avez quelques informations. À ce qui concerne les sondages effectués. Premier sondage, sondage à l'intérieur. Vous avez donc sondage à l'intérieur descendu jusqu'à 5 mètres de profondeur si possible. Voilà, donc ce sont des recommandations. Ce qui a été prévu.
Mais ce qu'on a réalisé, voilà, la réalisation est là. Vous avez donc un sondage à l'intérieur, donc à une profondeur maximale de 2 mètres par rapport à la surface du sol. Donc, ils sont descendus donc jusqu'à 2 mètres. Observation, suite au refus, il n'a pas été possible d'exécuter les sondages au-delà de 2 mètres. Voilà, de profondeur. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des refus, puisque sur les lieux, en fait, il y a aussi présence des roches sédimentaires. Donc, ce sont des roches qui empêchaient de manière à ce que, donc au moment des essais, les laboratoires, donc les agents de laboratoire puissent donc perforer donc leur sondage au-delà de 2 mètres. Voilà. Et puis, deuxième, ce sont des recommandations que je peux passer rapidement. J'essaie un peu de survoler pour ne pas donc donner tous les détails. Voilà, je vais survoler rapidement, je passe. Deuxième essai, vous avez donc essai de pénétration statique. Voilà, la norme utilisée est là. La méthode également, vous avez la méthode. Nous avons donc utilisé le pénétramètre statique de 2,5 tonnes, ayant donc 2 manomètres de 5 et 250 kg par centimètre carré. Voilà, j'espère que vous connaissez très bien ce que je suis en train de dire. Voilà, je vais descendre rapidement. Troisième type de contrainte, donc, utilisée ici, vous avez donc la contrainte ou pression verticale centrée admissible. Voilà, c'est juste question de lire, je passe rapidement. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je m'en vais directement au niveau de la conclusion. C'est là où je vais vous montrer un truc. Et vous allez voir pourquoi je préférais beaucoup plus que nous puissions donc faire cette formation. Voilà. Je descends rapidement. Je m'en vais directement au niveau de la conclusion. C'est là où je peux vous montrer des trucs. Voilà. Vous avez aussi essayé des laboratoires. Voilà. Donc tout est là. C'est juste question de bien vérifier. Voilà. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous, c'est la conclusion. Regardez ce que les laboratoires de mécanique des sols, de Mécasol, a donné comme conclusion. Voilà. Au vu des résultats des différents essais in situ et en laboratoire, nous recommandons ce qui suit. Premier point. Nous recommandons, donc, nous rencontrons en fait la nappe phréatique à 2 mètres de profondeur par rapport à la surface du terrain naturel. Voilà. Donc, déjà, à une profondeur de 2 mètres, il y a présence de l'eau. Il y a présence de l'eau. Ça, c'est donc leur première recommandation. Deuxième point, le sol en place est un sable greux entre 0 mètre et 0,30 mètres de profondeur. C'est-à-dire que à une épaisseur de 30 mètres, donc à une épaisseur plutôt de 0,30 mètres, il y a présence de sable greux. Voilà, un sable greux jaune entre 0,30 mètres et 2 mètres. C'est-à-dire, allant de 0,30 mètres jusqu'à 2 mètres, il y a présence des sables grains jaunes. Ce sont des recommandations. Alors, troisième point maintenant, c'est ce qui nous intéresse à ce qui concerne la contrainte admissible du sol. Voilà ce qu'il dit. Il serait prudent de compter sur une contrainte admissible de 0,80 kN par centimètre carré pour les calculs des fondations à exécuter entre 0,40 mètres et 2,20 mètres de profondeur. Voilà. Alors déjà par rapport au premier point ici, vous allez remarquer que en réalité la contrainte je peux prendre même ça rapidement. Vous allez remarquer que la contrainte de 0,8 kg par centimètre carré, voilà, en réalité vaut combien de mégapascal? Ça nous fait, donc, en réalité, ça fait 0. Voilà, ça fait 0,0700. Donc 78. Bon, je peux essayer un peu d'écrire et tout. 78, 45, 32. Voilà, mégapascal. Voilà, généralement, on peut arrondir. On peut prendre 0,08. Voilà, mégapascal. Voilà. Vous avez la possibilité aussi de faire la conversion directement sur le logiciel Robot Structural Analysis ou carrément vous calculez tel que je viens de faire. Voilà, première recommandation, déjà c'est calé. Voilà, là c'est si vous allez descendre jusqu'à une profondeur de 2,20 mètres. À ce qui nous concerne déjà, donc ce n'est pas ça puisque sur le lieu, on est descendu jusqu'à 2,50 mètres. Jusqu'à 2,50 mètres. Donc, c'est pour dire que je ne peux pas considérer cette contrainte admissible.
Alors, deuxième contrainte admissible est donnée ici. Ils ont donné une contrainte de 1,40 kg par centimètre carré pour les calculs des fondations à exécuter à partir de 2,40 m. Donc, de 2,40 m jusqu'au-delà, on peut utiliser une contrainte de 1,4 kg par centimètre carré. Alors, déjà à notre niveau, on avait descendu à une profondeur de 2,50 m. Voilà, donc c'est-à-dire que je peux considérer ça. Et donc, je viens ici, je prends une contrainte de 1,4 voilà, kg par centimètre carré. Ça me fait combien de mégapascales? En réalité, ça fait 0,1372. Voilà, 0,1372 et puis 931 mégapascales. Voilà, donc je peux arrondir ça directement. Je peux arrondir, donc j'aurai 0,14 mégapascales. Voilà, 0,14 mégapascales. Alors, rien qu'avec les deux contraintes ici, alors, étant donné que la contrainte que moi je vais considérer, c'est cette contrainte. Puisque j'ai une profondeur allant de 2,50 m. Voilà. Donc, c'est la contrainte de 0,14 mégapascales. Alors, vous allez remarquer déjà avec moi que cette contrainte, c'est une contrainte qui est vraiment assez faible. C'est une contrainte très, très faible. Très, très, très faible. Voilà, c'est ce que je vais prendre. Nous allons prendre d'abord cette contrainte. C'est ce que je vais donc insérer dans Robot Structural Analysis. Nous allons voir quel type de section que le logiciel va nous donner par rapport à ces projets. Voilà, je m'en vais directement sur le projet. Donc, je viens ici. Alors, je prends, je peux d'abord vérifier la section. Voilà, tout est fixé. Je laisse comme ça par défaut. OK. Étant donné que je viens de fixer, vous allez voir que ça va refuser ici. Puisque je viens de le fixer. Regardez. Attendez, je vais vous montrer un truc. Je vais d'abord capturer les données prédimensionnées déjà. Comme ça, je vais remettre ça après. Voilà, je vais capturer que ça. Je mets ça d'abord à côté. OK, je mets ça à côté. OK. Maintenant, je vais décocher tout ça. Je décoche tout ça. Puisque par contre, si je laisse ça fixer, vous allez voir que ça va refuser. Alors, je vais insérer maintenant la contrainte donnée par les laboratoires. Donc, cette contrainte. Voilà, là, je suis déjà à la fin. Ce sont tout simplement des recommandations, les avertissements. Je vais insérer d'abord cette contrainte de 1,4 kg par centimètre carré. La conversion, donc, ça nous fait donc une contrainte de 0,14 mégapascal. Et donc, je viens ici. Déjà, je vérifie d'abord, voilà, tout est calé. Hein. Donc, vous allez voir que les sables tels que donné au laboratoire, c'est ce que j'avais considéré ici. La nappe phréatique, c'est à une profondeur de 2,50 m. C'est ce que j'ai inséré aussi. Donc, j'ai pris toutes les informations des laboratoires. Je viens ici, je vais insérer aussi au niveau des laboratoires, au niveau plutôt de géotechnique. Je prends la contrainte. J'enlève contrainte de laboratoire. Voilà, je prends la contrainte en ELI. Voilà, donc je prends la contrainte admissible. Et je prends une contrainte de 1,14. Voilà, la contrainte admissible est donnée. C'est une contrainte de 0,14 mégapascal. Voilà, je suis en train d'utiliser le mégapascal. C'est ce que j'ai inséré. Je clique sur OK. Et puis, je peux lancer les calculs. Vérifier. Voilà, ça refusait. Ça refusait pourquoi? Regardez ce que le logiciel m'a donné. La condition suivante n'est pas satisfaisante. Force portante du sol. Coefficient de sécurité du ferraillage inférieur dans la direction de l'axe X. Coefficient de sécurité de ferraillage inférieur dans la direction de Y. Je clique sur OK. Alors, je rentre. Je vais essayer un peu de décocher les dimensions prédimensionnées que je fixais. Et j'applique. Voilà. Et puis, je relance les calculs. Avec la même contrainte de 0,14 mégapascal. Je relance. Voilà. Quand je relance, regardez déjà ce que le logiciel me donne ici. Voilà. Donc, je n'ai même pas la possibilité d'avoir les sections d'armature. Le plan d'armature, il n'y en a pas. Déjà, il me donne... déjà, j'ai une semelle vraiment énorme. Regardez, c'est une semelle, ça fait 20 mètres 10. De l'autre côté, ça fait 16 mètres 10. Voilà, 16 mètres 10. Ici, ça fait 20 mètres 10. Alors, si je vérifie aussi la coupe YY, regardez, donc ça fait 16 mètres. De l'autre côté, ça fait 20. Regardez, donc justement, pourquoi?
vous allez comprendre avec moi que la contrainte que je viens d'insérer ici, c'est une contrainte très, très, très faible. C'est une contrainte admissible de 0.14. Même si je venais ici, je prends la même contrainte en ELI. Je prends 0.14, je lance. Je vais relancer. Voilà. Si je relance de l'autre côté, en ELI, regardez maintenant ce qu'il me donne. Je vais vous montrer un élément. Voilà. Vous allez remarquer que si je prends ça comme contrainte admissible, je reprends l'opération. Si je considère ça comme la contrainte admissible, je la place ici. Donc, il m'a donné dans des sections énormes qui va jusqu'à 20 mètres, quelque chose comme ça. Donc, déjà, je ne peux même pas réaliser disons comment, une semelle isolée. Mais si je considère ça comme la contrainte en ELI, tout en prenant la valeur de 0.14, je lance les calculs. Regardez, c'est là où il a quand même calculé. Et il m'a donné donc une semelle isolée de 3,50 m fois 2,80 m. C'est toujours énorme. C'est toujours énorme. De 3,50 m fois 2,80 m. Alors déjà, je peux vous montrer encore une fois de plus les projets. Voilà. Regardez déjà l'équidistance ou l'espacement entre des colonnes ici au niveau des rez-de-chaussée. Cela revient à dire quoi? Si je considère la section proposée par robot ici, avec la contrainte admissible venue des laboratoires, je prends donc 3,50 m fois 2,80 m, c'est-à-dire qu'il y aura donc chevauchement déjà des semelles. Donc je vais faire face au chevauchement des semelles. Ça c'est des 1. Et puis je n'aurai pas la possibilité de bien réaliser la semelle, étant donné que je suis en train de réaliser une semelle centrée. Ce ne sont pas des semelles excentrées. Alors déjà, pour pallier à ces problèmes, pour éviter d'avoir les chevauchements, alors je peux me dire que soit je peux réaliser directement, soit un radier général. Je vais penser à faire un radier général tout en faisant également quelques vérifications. Je fais directement un radier général pour éviter beaucoup plus d'avoir les chevauchements au niveau de la semelle. Ça serait justement une solution. Mais ça ne sera pas une bonne solution. Pourquoi? Puisque les radiers généraux coûtent énormément cher. Alors, supposons par exemple le MO n'a pas assez d'argent et que vous proposez de réaliser un radier général. Ça sera énorme. Ça sera vraiment énorme. Alors, qu'est-ce que moi je fais? Lorsque j'étais en train de calculer ces projets, c'est un projet avant que moi je puisse calculer ça. Il y avait déjà un bureau d'études qui essayait de calculer les projets, mais sauf qu'ils n'ont pas pu, compte tenu de ce que je suis en train de vous dire. Alors, moi étant qu'ingénieur, je me suis dit que je suis obligé de faire quelque chose. Je suis obligé de réfléchir de manière à ce que les choses se passent calmement. Alors, ce que je fais, c'est quoi? Retenez maintenant la technique que j'ai utilisée pour pallier à ces problèmes. Premièrement, j'ai commencé d'abord à prédimensionner la semelle. J'ai prédimensionné la semelle. Voilà. Donc, en faisant justement tout ce qu'on connaît là, à travers ces projets. Donc, j'ai commencé d'abord à prédimensionner la semelle. Une fois que j'ai prédimensionné la semelle, ça m'a permis d'avoir les dimensions que vous êtes en train de voir ici. Alors, logiquement parlant, si vous prédimensionnez très bien la semelle, même si vous voulez peut-être prédimensionner la semelle avec le logiciel Robot Structured Analysis, vous allez voir que l'écart ne sera pas vraiment trop. Vous voyez, l'écart ne sera pas trop. Regardez ce que moi j'ai prédimensionné. Ça m'a donné donc une semelle carrée de 1,50 m x 1,50 m. Donc, c'est ce que je vais insérer. Nous allons maintenant essayer la méthode que moi j'ai utilisée. Voilà, donc j'avais une semelle de 1,50 m. De l'autre côté aussi, 1,50 m. Voilà, une semelle de 1,50 m, 1,50 m. Et puis, donc, la hauteur de la semelle, c'était de combien? De 0,30. Voilà, 0,30. Et puis, également, la hauteur, donc le HD, c'était 2,20 m. Voilà, je mets ici 2,20 m. 2,20 m. Et puis, ça restait quoi? H4, c'était juste 0,05. 0,05. Je laisse comme ça par défaut. De l'autre côté, c'est la même chose. Alors, je vais fixer ça. Quand je fixe, c'est-à-dire que je refuse que le robot puisse modifier ce que moi, je viens d'insérer. Je le fixais. Étant donné que je fixais, c'est déjà bon pour moi. Et puis, je viens ici, j'applique. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai commencé d'abord par vérifier la contrainte que le laboratoire m'a donnée ici. Cette contrainte de 1,4.
comment je vérifie ça? Au-dessus, vous allez remarquer que donc, le laboratoire a donné même la stratification des sols, donc les différentes couches du sol, ainsi que la nappe phréatique. Donc, tout est là. Il a donné tout. C'est ce que j'ai pris. Maintenant, je viens sur Robot Structural Analysis. Je vais prendre d'abord définir sol. Je clique là-dessus. Voilà. Et donc, j'ai commencé d'abord par définir les niveaux du fond de fouille, tel que le logiciel, donc, par rapport à ces projets. On est descendu jusqu'à une profondeur de 2,50 m. Donc, je prends 2,50 m. Là, c'est au niveau des calculs. 2,50 m. Et aussi, niveau d'eau, voilà, tel que mentionné, le logiciel, disons comment le laboratoire a donné quoi ici. Vous allez voir que la nappe phréatique, c'est à une profondeur de 2 mètres. Le 2 mètres que vous êtes en train de voir ici, c'est ce que j'ai inséré également ici. La hauteur, c'est de 2 mètres. Voilà, j'ai complété toutes les informations. Et puis, je viens maintenant au niveau de la stratification du sol. Première couche, je prends les sables tels que donnés de l'autre côté par le laboratoire, ainsi que son épaisseur. Je prends deuxième couche aussi. Il y avait présence des roches, telles que mentionné même au niveau disons comment, de la note des calculs des laboratoires, puisqu'on avait aussi effectué des essais in situ. Donc, j'ai inséré tout dans tous les éléments. Étant donné que j'ai inséré tous les éléments, ça suffit pour moi. Ça suffit pour moi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais donc calculer ma contrainte à fonction justement de la descente de charge. Voilà, je vais calculer donc ma contrainte à fonction de la descente de charge. Regardez comment je fais. Je confirme, étant donné que c'est déjà confirmé, et puis je ferme. Alors maintenant, comment je peux calculer cette contrainte due ou suite à la descente des charges de ces projets, bâtiment R+3. Et là, je viens ici, je vais prendre maintenant option géotechnique. Je prends la contrainte. Alors ici maintenant, au lieu de prendre pressiométrique, des contraintes pour insérer la contrainte prise au laboratoire, je vais boycotter ça, je vais calculer la contrainte moi-même. Donc, robot vous donne la possibilité de calculer aussi la contrainte. Alors, la contrainte que le robot va me donner, c'est cette contrainte que je vais comparer avec la contrainte que j'ai prise au niveau du laboratoire. J'espère que vous avez compris. Donc là, je suis en train de calculer la contrainte. Notamment, vous allez comprendre que la contrainte calculée, fonction de la descente des charges, est différente avec la contrainte pris au niveau des laboratoires. Alors, mais moi, je vais quand même comparer les deux pour essayer un peu de voir comment je peux chercher des mesures palliatives pour pallier à ces problèmes d'éviter les chevauchements des semelles. Voilà, pour aussi être économique, pour éviter de réaliser un radier général. Et donc, je prends des laboratoires, je clique sur OK. OK, c'est bon. Et puis, je vais lancer maintenant les calculs. Je lance les calculs. Voilà, une fois lancé les calculs, regardez, là, ça passe sans problème. Ça passe sans problème. Ça vient de passer sans problème. Regardez. Donc là, vous avez une section de 1,50 m x 1,50 m. Donc voilà. Donc, c'est-à-dire quoi? Cette possibilité ou cette procédure m'a permis, donc, vient de diminuer. Justement, donc, divisé par D, donc, en fait, la base de la semelle que j'avais pris, tout en utilisant la contrainte prise par les laboratoires. Puisque là, on avait trouvé, donc, une section de 3 mètres, quelque chose comme ça. Mais maintenant, avec 1,50 m, 1,50 m, ça passe sans problème. Ça passe. Ça passe sans problème. Déjà, ce qui concerne les calculs des structures, je me dis que non, là, ça passe. Ça, c'est des 1. Voilà comment je viens de pallier déjà donc, à ces problèmes. J'ai calculé ma contrainte moi-même. Mais comprenez que la contrainte que je viens de trouver ici, c'est justement la contrainte calculée. C'est différent avec la contrainte admissible. C'est la contrainte calculée. Alors, je peux vous montrer un truc. Je vais rentrer ici. Je viens au niveau de note des calculs. Voilà, nous allons vérifier la contrainte là ensemble avec vous. La contrainte calculée m'a donné combien? Voilà, donc cette contrainte est là. Je viens d'obtenir une contrainte de 0,56. C'est une contrainte de 0,56. Voilà, la contrainte de 0,56. Alors, vous allez remarquer que si par exemple, que vous prenez maintenant cette contrainte, attendez, je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, si je prends cette contrainte de 0,56 mégapascal, moins la contrainte des laboratoires, où est-ce que j'avais mis cette contrainte? Je vais vous montrer rapidement. Ça se trouve où encore, cette contrainte, je l'avais mis aussi, voilà. Moins cette contrainte des laboratoires, la contrainte de 0,14 mégapascal, moins la contrainte de 0,14 mégapascal, la différence est de combien?
La différence est de 0,4 mégapascal. Vous allez comprendre avec moi que c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Voilà, donc déjà, je peux penser, je peux même aussi critiquer même, donc, disons comment, les essais effectués par les laboratoires. Déjà, vous allez voir que si vous avez prêté l'attention, puisque je ne vais pas vous lire beaucoup plus traîner ici, vous allez remarquer que la surface, déjà, de la parcelle était tellement grande, mais les laboratoires n'ont fait que trois sondages. N'a fait que 3 sondages, puisque vous le savez très bien que si vous faites beaucoup de sondages, plusieurs sondages, ça vous rapproche aussi donc de la réalité. Vous avez donc la possibilité de pouvoir peut-être avoir une bonne contrainte. Mais les laboratoires n'ont pris que 3 échantillons, donc 3 sondages. Tandis que sur le lieu, il y avait même présente des roches. Il y avait présente des roches sédimentaires, mais au moment des essais, ils n'ont pas vu ça. Pourquoi? Puisqu'ils avaient pris seulement les sondages là où il y avait beaucoup plus, il y avait trop de l'immondice. Nous le savons très bien que oui, un ingénieur dimensionne toujours dans les cas les plus défavorables. Mais lorsque vous faites plusieurs sondages, c'est là où vous aurez la possibilité d'avoir la précision. Et en posant maintenant la question auprès de bureaux, disons comment, auprès de ces gens, ils disent, bon, tout dépend, bien sûr, ce n'est pas aussi leur faute, puisque ça dépend aussi des moyens. Puisque pour effectuer plusieurs sondages, il faudrait que vous puissiez avoir beaucoup d'argent. Puisque les laboratoires taxent, dont le prix est fixé à fonction des sondages. Donc, si vous avez, par exemple, une surface de 100 mètres carrés, et que vous suggérez peut-être, exécuter ou réaliser, je prends un exemple, 10 sondages. Par exemple, on vous taxe par sondage soit $100, donc il faut faire 100 multiplié par 10. 100 multiplié par 10. Alors, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, bon, d'autres personnes disent que non, pourquoi pas de nous faire seulement 5? Pourquoi pas de nous faire seulement 3? Alors, si on fait seulement 3 sondages, ou 4, même, voire même moins de ça, alors allez-y comprendre que la contrainte trouvée, en réalité, ne sera pas la contrainte exacte. Ne sera pas, en réalité, une bonne contrainte. Voilà, donc on peut la critiquer aussi. Ça pose aucun problème. Il faut critiquer, mais tout en étant pragmatique et aussi prudent. Voilà, ce que moi je fais maintenant, c'est quoi? Je vais vous montrer. Et comme je connais très bien la différence qui existe entre donc la contrainte calculée ainsi que la contrainte prise par les laboratoires. Maintenant, regardez comment j'ai donc la méthode que j'ai utilisée pour essayer un peu de remanier rapidement les sols. Je vais vous présenter d'abord le plan d'exécution. Le plan d'exécution de ces projets, c'est ça. La section que j'ai adoptée pour réaliser ces projets, c'est ça. Donc, on a déjà presque fini. Alors, deuxièmement, je vais vous montrer maintenant la note de calcul donc, de la semaine isolée que j'ai calculée. Regardez. On va essayer un peu d'analyser ensemble avec vous. Semaine isolée, c'était la semaine numéro 11. Données, voilà tout ce que j'ai utilisé. La norme de calcul géotechnique. J'avais utilisé la norme DTI 13.12. Norme pour les calculs du béton, c'était BAL 91 modifié 99. Voilà, forme de la semaine homothétique, c'est la forme que j'ai utilisée. Les dimensions sont là, ça c'est la géométrie, 1m50, 1m50. Voilà, vous avez toutes les informations. Le matériau, le béton 25, vous avez donc tous les éléments. Je descends rapidement, ça sont des chargements, tout ce que vous pouvez peut-être voir. Dimension géotechnique, voilà. Alors, ce qui m'intéresse, c'est justement au niveau du sol. Au niveau du sol. Alors, comprenez quand même que je vous avais dit que c'est une formation purement technique. La vidéo peut être un peu longue, mais c'est vraiment bénéfique pour vous. Alors, nous allons essayer un peu d'analyser quelques éléments. À ce qui concerne la contrainte admissible. Comment peut-on peut-être analyser ou calculer aussi la contrainte admissible? La contrainte admissible est déduite des essais de pénétration dynamique par les formules ci-après. Puisqu'il y a plusieurs types d'essais. Ci-après. Proposés par L'Herminier et Sangler. Donc, ce sont des géants. Vraiment, ce sont des génies qui ont proposé donc ces essais. Voilà, donc vous avez la contrainte admissible, les R2, qui doit être divisé par 20, et la contrainte admissible R2 divisé par 12. Ce sont des propositions en fait, dans lesquelles R2 est la résistance dynamique de pointe. Voilà, donc ça va de 20 à 12. Et les coefficients sécuritaires respectifs dans les cas de fondation superficielle, inférieurs ou égal à 5 mètres. Donc on peut prendre inférieur ou égal à 5 mètres de profondeur. Voilà.
Et le semi-profonde, pour les semelles semi-profondes, supérieur ou égal à 5 mètres. Donc, c'est supérieur ou égal à 5 mètres, contrairement par rapport aux fondations superficielles. Voilà. Maintenant, comme résultat des essais de pénétration dynamique. Alors, si vous avez une profondeur de 2,50 m par rapport à notre cas, c'est ce que moi j'ai proposé. Si vous avez une profondeur de 2,50 m par rapport à mon cas, alors avec les coefficients de 1, le nombre des coups, je suppose que le nombre des coups au minimum que moi j'ai considéré, je prends 14. Voilà. Et vous avez maintenant les R2. Les R2 dont je vous ai parlé ici. Donc, c'est la résistance dynamique des pointes. J'ai pris, donc en mégapascal, j'ai pris une valeur de 1,5. Donc, ce n'est pas que j'ai pris. Ce sont des propositions selon donc le génie que je vous ai montré si haut. Voilà. La contrainte admissible de 0,07. Maintenant, en faisant les rapports entre la contrainte admissible et la contrainte limite du sol, puisqu'il faudrait comprendre aussi que c'est différent. À ne pas confondre la contrainte calculée, donc par rapport à la descente des charges, la contrainte admissible du sol et la contrainte limite du sol. Puisque vous le savez très bien, pour que les bâtiments puissent résister, il faudrait que la contrainte calculée, voilà, par rapport à la fonction de la descente des charges, soit inférieure à la contrainte admissible du sol. C'est là où le bâtiment peut résister. Mais par contre, si c'est l'inverse, c'est compliqué pour vous. Voilà. Les coefficients de sécurité est de 3. Donc, on aura, c'est juste question de prendre la contrainte admissible, 0,07, que je vais multiplier par le coefficient de sécurité 3, ça me donne directement 0,21, qui est justement dans la contrainte limite ultime du sol. C'est la contrainte limite ultime du sol. Donc, à ne pas confondre les différents types de contraintes. La contrainte dit à la descente des charges, la contrainte admissible, la contrainte limite du sol, la contrainte limite ultime du sol. Donc, à ne pas confondre ça. Et donc, cela veut dire quoi? Avec cette théorie, je peux aussi analyser, donc calculer la contrainte à fonction des approches que donc le génie nous a proposé, pour essayer un peu de vérifier un tout petit peu la contrainte qu'on nous a proposée ici, donc des laboratoires. Maintenant, ce que moi j'ai utilisé en réalité, c'est quoi? La méthode que j'ai optée, c'est quoi? J'ai utilisé la méthode des renforcements de la capacité portante du sol pour essayer un peu de combler cette différence de 0,42. Pour essayer un peu de combler ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Avec la contrainte dit, la contrainte calculée à fonction de la distance des charges de 0,56 mégapascal, qu'est-ce que je fais? Donc, la recommandation que je fais, notez bien. Donc, ce que j'ai recommandé, c'est quoi? Au moment de la réalisation, moi-même, j'étais même sur place, sur le lieu. J'ai essayé un peu d'expliquer, mais aussi, fait ça ensemble avec eux. C'est-à-dire, les sols seraient remaniés. Donc, les sols en place seraient remaniés. Donc, c'est d'abord un. Pourquoi j'ai proposé que les sols soient remaniés? C'est justement pour essayer un peu de renforcer la capacité portante du sol. C'est-à-dire, je vais considérer seulement la contrainte calculée de 0,56, mais à part ça, je vais remanier les sols. Remanier les sols pour essayer un peu de pallier à cette différence. Même si au niveau des laboratoires, les essais, donc ils ont fait que 3 sondages, qui n'est pas du tout suffisant. Ils n'ont pas même vu présente des roches sédimentaires. Voilà, mais j'ai quand même opté pour remanier les sols. Alors comment je fais? Les sols seraient remaniés à une hauteur de 0,50 pour changer donc la capacité portante du sol. Et donc, la profondeur totale du fouillis serait de 3 mètres. C'est-à-dire quoi? La recommandation que je fais, je sais très bien que la profondeur qu'on avait opté ici, c'était de 2,50 m. Même quand j'ai calculé les projets, j'ai calculé avec une profondeur de 2,50 m. La profondeur limite par rapport à ces projets de bâtiment R+3 qu'on a réalisé. Alors je me dis, étant donné que je vais remanier les sols, je vais donc renforcer la capacité portante du sol. Je ne peux pas donc remanier et donc une hauteur de 0,50 m. Donc déduire ça dans 2,50 m. Là, c'est-à-dire que la profondeur, donc j'aurai maintenant une profondeur de 2 mètres plus 0,50, l'équilibre, ça fait 2,50 m.
Mais tandis que déjà, dorénavant, la profondeur des calculs que j'ai utilisé, c'était 2,50 m. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai ajouté encore les 0,50 m ici. J'ai additionné ça avec le 2,50 m. Donc, cela revient à dire quoi? La profondeur totale du fruit, au lieu maintenant de creuser jusqu'à une profondeur de 2,50 m, on a creusé jusqu'à une profondeur de 3 mètres. Mais tout en sachant que les 0,50 m, c'est une profondeur qu'on va remanier. Voilà. Maintenant, dès qu'on a creusé, deuxièmement, ce qu'on a fait, c'est quoi? On utilisera donc un sol d'apport. C'est-à-dire que vous allez maintenant chercher un sol d'apport. Les sols d'apport, vous pouvez peut-être prendre, ça dépend, vous pouvez prendre, donc je peux d'abord lire. On utilisera donc les sols d'apport. Par exemple, les caillasses 0,2 ou 0,4. La poussière mélangée avec une petite quantité de ciment compacté, puis créer une couche de 50 cm qui forme un radier de sable, enfin, voilà, qui forme un radier en sable, et un radier de sable, afin de poser nos semelles isolées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai proposé, et donc, on a donc remanié les sols, en utilisant bien sûr donc des caillasses des 0,2, soit des 0,4. Ce sont des poussières, hein, des poussières qu'on a souvent l'habitude soit d'utiliser pour fabriquer des blocs, ou carrément vous cherchez un peu, et donc des caillasses de dimension un peu 0,4 aussi c'est bon, que vous allez donc mélanger ça avec un peu de ciment. Vous mélangez un peu avec du ciment, c'est comme si que vous étiez en train de faire un béton bleu. Voilà, sans pourtant placer donc les armatures. Vous mélangez avec les ciments, que vous allez maintenant venir couler dans cette surface-là. Donc, vous allez couler ça au niveau de la fouille, jusqu'à une hauteur de 50 cm, dans les 0,50 m que vous êtes en train de voir ici. Dès que vous coulez, et vous allez patienter un tout petit peu. Donc, vous allez le faire en fait partout. Justement, déjà, si vous réalisez ça, vous allez voir que vous allez donc créer une couche qui sera tellement résistante. Donc, vous allez augmenter gravement, voire même doublement, la capacité portante du sol. Donc, ça va même dépasser la capacité portante du sol qu'on nous a donné ici. Regardez, c'est que le laboratoire nous a proposé. Voilà, de 1,4, donc de 0,14 mégapascal. Ça va même dépasser ça, puisque imaginez-vous que vous prenez des poussières, vous mélangez avec du ciment. Donc, ça serait vraiment trop dur. Qui va former donc ce qu'on appelle un radier sablé. C'est un radier sablé que vous allez créer au niveau, bien sûr, des semelles isolées, au niveau des fouilles. Alors, dès que cela est fait, et enfin maintenant, vous allez donc venir poser vos semelles. Vous allez poser vos semelles. Alors là, vous allez voir qu'au lieu maintenant de réaliser pour un simple bâtiment R+2, pour un simple bâtiment, par exemple, R+3, au lieu de réaliser peut-être un radier général à plat ou bien un radier général nerviré, vous n'allez pas faire ça. Au lieu de considérer aussi, et donc la contrainte admissible du sol qui est très faible, que le laboratoire vous a donné de 1,4 kg par centimètre carré, qui peut, donc ça peut ou à ne pas être exact, ou ça peut aussi être exact, pour ne pas seulement vous fier à ça. Alors, pour ne pas avoir aussi chevauchement des semelles, vous pouvez utiliser la méthode que je viens de vous proposer. Vous pouvez donc remanier les sols. Puisque dès que le sol sera remanié, vous allez voir que vous allez donc augmenter la capacité portante du sol. Et vous n'aurez pas de problème. Donc, le projet que je vous ai proposé, c'est un projet que moi, j'ai calculé et des sections, voilà les sections que j'ai obtenues. Voilà, c'est une section vraiment économique, une section de 1,50 m fois 1,50 m pour un bâtiment R+3, c'est bon. Voilà, donc de l'autre côté, j'ai combien? Voilà, vous avez le fil de 50 x 40. Voilà, espacement, ce sont des espacements de barres au niveau justement donc de la semelle, de 15 cm. Donc c'est bon. Voilà. Voilà, donc c'est ce que je fais. Voilà. Alors, regardez maintenant ce que j'ai réalisé. Le plan de ferraillage est là. Voilà, donc c'est bon. Donc, vous avez compris comment est-ce que je palliais à ces problèmes. Et donc, je crois que la vidéo a été assez longue, mais c'est vraiment important. C'est vraiment bénéfique. Ça va vous aider de manière à ce que vous puissiez comprendre quelques réalités. Et donc, à ce qui concerne les données que nous prenons au niveau donc de laboratoire. Donc voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Donc je crois que vous avez très bien suivi comment donc utiliser la technique d'ingénieur
entre donc les rapports entre la contrainte calculée suite à la descente des charges et la contrainte admissible venant donc de laboratoire. Voilà. Donc, alors ce que je peux aussi vous signaler, et soyez toujours prudent. Soyez toujours prudent lorsque vous recevez beaucoup plus, et donc vous recevez beaucoup plus les données, mais aussi les études géotechniques venant des laboratoires. Généralement, comment est-ce qu'ils fonctionnent? C'est toujours difficile que vous puissiez donc recevoir une contrainte exacte. C'est toujours difficile. Et tellement qu'ils savent, un ingénieur dimensionne toujours dans les cas les plus défavorables. Donc, il ne peut pas vous donner exactement la vraie contrainte pour se mettre en sécurité. Imaginez par exemple la contrainte qu'on nous a donnée ici, une contrainte de 1,4 kg par centimètre carré. Ça peut arriver que lorsqu'ils avaient donc effectué leurs études, la vraie contrainte, la contrainte exacte, je prends un exemple, je suppose, je ne dis pas que c'est vrai, je suppose, peut-être c'était, ils avaient trouvé une contrainte par exemple de 3 kg par centimètre carré, ou bien une contrainte de 2 kg par centimètre carré. Alors, il s'est dit que si je donne à ce bureau d'études la vraie contrainte qu'on a calculée de 2 kg par centimètre carré, ou bien de 3 kg par centimètre carré, et que l'ingénieur de cette entreprise-là, de ce bureau d'études-là, calcule avec cette vraie contrainte, il va trouver des sections exactes. Il va trouver des sections exactes. Alors, si maintenant au moment de la réalisation, et qu'il y a eu des problèmes, la réalisation n'a pas été bien faite, il y a eu des ratés, et que les bâtiments s'est écroulé, donc les bureaux d'études dira que ce sont donc des données géotechniques qu'on a pris au sein peut-être d'un bureau d'études quelconque. C'est eux qui ont calculé, donc qui ont donné cette contrainte du sol. Donc c'est pour dire qu'eux également ne sera pas en sécurité. Alors pour se sécuriser, pour se protéger, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent beaucoup plus diminuer la contrainte. Ils ne donnent jamais la bonne contrainte. Même s'ils ont calculé, ils ont trouvé la vraie contrainte est de 3 kg par centimètre carré, ils peuvent même diviser ça par 2. Ils vous donnent une contrainte de 1,5 kg par centimètre carré. Une contrainte très très faible qui va vous donner, lorsque vous allez calculer donc calculer les projets, ça va vous donner donc des grandes sections. Et dès que vous aurez des grandes sections, c'est ce que vous allez réaliser. Ça va les aider de manière à ce qu'ils soient de plus en plus en sécurité. Donc en fait, c'est ça la stratégie. Donc voilà, donc il faudrait que vous puissiez vraiment être prudent en tant qu'ingénieur, d'analyser donc les tout et puis donner une solution, des mesures palliatives pour ne pas avoir assez de problèmes, mais aussi être beaucoup plus économique. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation. Voilà, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement. Passez une excellente soirée. Au revoir.